Bonjour. La loi numéro 2025-09 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin relève plus étroitement de l'histoire, de la sociologie comme de l'anthropologie. Je n'ai donc pas une expertise vraiment directe avec le sujet. Cependant, mon domaine étant celui des questions de gouvernance et du management public, celui de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques, qui sont en fait des réponses du système politico-administratif à un état de la réalité sociale jugé et politiquement inacceptable, il y a de toute évidence un croisement. Nous sommes ici en présence d'un enjeu public auquel une loi est adressée. Une loi est une décision institutionnelle et en même temps un soutien au développement des politiques publiques. C'est donc dans ce cadre que nous pouvons ici analyser ensemble le sujet. Pour commencer, s'il y a une chose que personne ne peut nier, c'est que l'initiative de cette loi, qui je le rappelle est de source gouvernementale, est à saluer. Et pour cause, en regardant l'évolution et les différentes agressions subies par la chefferie traditionnelle béninoise et entretenues par le fait de la colonisation, en considérant les corollaires sociopolitiques par suite de notre accession à l'indépendance en 1960 et par suite de l'entrée dans notre processus de démocratisation en 1990, mais quand on regarde aussi le flot et l'amalgame qui vont caractériser ce même domaine de chefferie traditionnelle du fait des conflits ethniques et du fait du phénomène de création et d'autoproclamation de chefs traditionnels communautaires tous azimuts, on peut voir combien ce secteur a été plombé. On peut voir comment il a été dénué de son vrai sens. Ça, personne ne l'ignore. Tout le monde le sait. Alors, c'est pourquoi je note d'abord dans cette initiative de loi un effort, une contribution à déconstruire la dichotomie entre tradition et modernité. La dichotomie dont je parle ici, c'est le résultat des bureaucraties post-coloniales qui ont gouverné nos pays et pour lesquelles, d'une part, la tradition est à reléguer au passé, les pouvoirs des chefs traditionnels se voyant ainsi réduits à une simple fonction honorifique, et d'autre part, la modernité se suffirait à elle seule à saisir toutes nos réalités contemporaines, une modalité presque entièrement calquée sur la norme de l'Occident. Or, du point de vue sémantique, en cherchant non seulement à conserver et à transmettre les acquis du passé, mais aussi à leur adapter les réalités nouvelles intégrées au cours de l'histoire, la tradition est un processus qui plutôt établit un lien entre le passé et le présent. Pour Joseph Kissebo, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Et pour Jean-Claude Maloula, on ne peut pas parler de modernité que lorsqu'on peut faire référence à une certaine tradition. Et c'est relativement à cette tradition que la modernité requiert une densité, c'est-à-dire un sens, c'est-à-dire un contenu. Alors, l'initiative de cette loi est de nature à nous projeter donc dans une sorte d'encadrement du retour, dans une sorte d'une meilleure prise en compte de nos repères traditionnels en vue d'optimiser l'organisation de notre bon vivre ensemble. En gros, elle est une invite à analyser la capacité d'adaptation de la chefferie traditionnelle béninoise aux situations socio-politiques contemporaines. Dans un tel contexte, il est clair que ce cadre juridique vient secouer le statu quo dans une situation bien établie, mais très peu saine dans une certaine mesure. En soi, l'exercice ne peut qu'être très périlleux au regard des risques et des défis qu'il présente, et on peut alors comprendre la vague de réactions et de polémiques que la loi suscite. On peut analyser quelques angles, surtout que ces angles-là retiennent notre attention. Le premier,
C'est la période de référence retenue pour faire la capture et pouvoir apprécier la légitimité ou non des chefferies telles qu'elles existent aujourd'hui. Voyez-vous, l'administration coloniale ayant utilisé la chefferie pour mettre en place sa domination et ayant réussi à la suite de la francisation de notre espace à supprimer et à remplacer nos propres structures politiques par les structures coloniales, c'est à juste titre que la loi se soit référée à la fin de la période précoloniale pour obtenir la bonne capture de l'existence des chefferies traditionnelles dans notre pays. On parle de 1894 pour ce qui est du Bénin méridional et on parle de 1897 pour la partie septentrionale de notre pays. En effet, en se rendant au général d'Ordre en 1894, le roi Béhanzin actait la rupture de la dernière poche de résistance anticoloniale et la signature de la mise sous protectorat français de son royaume. Suivi donc de la naissance de la colonie du Dahomey Dépendance par décret du 22 juin 1894. Ce tournant marque en quelque sorte la fin du régime de royauté sur notre territoire, qui va évoluer en plusieurs statuts, mais désormais sous le contrôle de l'Empire colonial français avant de finir par devenir république en 1960. Il est donc clair qu'en se référant à la période précoloniale et notamment aux années 1894 et 1897 pour ce qui est de la partie septentrionale, cette loi s'était ainsi donné toute la garantie d'obtenir un aperçu authentique et incontesté de l'état du reste de nos chefferies. Mais du fait de destitution, de manipulation, de division entretenant des conquêtes inter-royaumes, mais aussi et selon leur gré, de cooptation et de réhabilitation d'entités qui traditionnellement gouvernaient nos territoires, le mode opérationnel des puissances coloniales a tout fait de complexifier la nature et la structuration de l'enjeu, rendant aujourd'hui très divergentes les représentations qu'en ont les parties prenantes. C'est ce qui explique qu'au lieu d'une interprétation commune et globale, on assiste à des interprétations partielles du résultat de cette initiative. Dans de telles situations, la première des choses est de ne pas oublier que chaque type de problème implique dans la mesure où l'État souhaite effectivement le résoudre, un type de processus politique particulier. Plus il y a de certitude sur tous les aspects d'un problème public et de consensus sur les normes et les valeurs en jeu, plus on est en face d'un problème structuré pour pouvoir faciliter une stratégie interventionniste de réglementation. Et plus il y a méconnaissance de la nature du problème et conflit sur les normes et les valeurs en jeu, on est en face d'un problème non structuré ou peu structuré. Respectivement, la stratégie recommandée va donc dans ce cas aller de l'apprentissage collectif à une stratégie pluraliste basée sur la négociation ou sur l'accommodation. On pourrait dire aussi sur l'accommodement. Malheureusement, les réclamations, les différentes critiques et les polémiques vis-à-vis du cadre juridique obtenu semblent laisser planer un déficit de consensus en termes de ressources, implications et confiance partagées entre les parties prenantes dans cette initiative, ressources idéalement nécessaires pour assurer à la loi une certaine acceptabilité sociale. En disant cela, je n'ai pas la prétention de juger de l'impartialité, de la bonne foi et encore moins de la compétence des membres du comité technique et des acteurs politico-administratifs qui ont eu tout le mérite de s'être engagés pour un tel acte aussi audacieux. Mais il importe de souligner que la ressource consensuelle, dite de ressource confiance, recouvre un capital de légitimation secondaire primordial pour les acteurs publics et pour les décisions qu'ils prennent. Cette ressource diffère de la légitimité primaire
que constitue le soutien du politique obtenu de par l'Assemblée nationale ou de par la majorité démocratique. Et mieux, cette légitimation secondaire que je rappelle relègue de la ressource consensus peut même contrebalancer ou renforcer la légitimité primaire, celle obtenue à l'Assemblée, celle obtenue auprès de la majorité démocratique. C'est pourquoi il faut bien en tenir compte. Bon, c'est un grief qui n'enlève pas à la loi sa qualité, vu la base scientifique du travail. Ce qu'il faut retenir, une loi adoptée et promulguée, c'est une décision institutionnelle. Et comme toute décision publique, elle présente des bénéficiaires. Dans le cas d'espèces, c'est le pays en général, puisque désormais, la chefferie traditionnelle de notre pays se trouve désormais dotée donc d'un cadre juridique. Mais il y a aussi, et cela est malheureusement inévitable, que dans un processus de décision publique, on peut parvenir à avoir des tiers lésés et des tiers profiteurs. C'est inhérent à toute action publique. Aussi, pour Schacht-Schneider, 1960, je cite, il n'y a pas de réponse institutionnelle linéaire et mécanique qui serait fonction de la pression objective d'un problème collectif, mais il y a toujours un exercice redistributif, il y a toujours une mobilisation des biais. Fin de citation. Il est fait donc observer par là qu'une loi peut être à tout moment revisitée. Le droit écrit requiert une activité de reproduction et de gestion afin de pouvoir garder son caractère normatif et éviter de devenir lettre morte. D'ailleurs, utilisé de manière intensive et abusive, le droit peut perdre de sa valeur et dans ce cas, il ne constitue même plus un soutien au développement des politiques publiques. Merci de votre attention. À bientôt. Merci.